Donc Eric, on était en train de parler de ce mouvement des Gilets jaunes et tu me disais qu'il y avait un mouvement syndicaliste de récupération qui est en place. Oui, voilà. Bon, d'après mes renseignements, mais encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, j'ai été absent une journée presque et demie. Mais tout au long d'hier, entre autres, j'ai reçu des appels, etc., où on m'explique où on en est. Apparemment, ces syndicats ouvriers, qui pour ma part, je le dis bien et je le répète, ne représentent rien, parce ils représentent moins de 2% de la masse salariale française, donc ils ne représentent rien, mais ils sont largement financés par l'État, ces gens-là, par le 1% patronal, entre autres. Apparemment, il y a un document que je n'ai pas encore en main, mais qui apparemment circule, il faut que je le retrouve, qui est un accord qui est passé entre le gouvernement et les syndicats, de façon à ce que les syndicats récupèrent le mouvement des Gilets jaunes, de façon, à terme, de toute façon, de le tuer dans l'œuf. Voilà. Donc, je l'ai déjà dit, je l'ai déjà exprimé, il faut bien que les syndicalistes comprennent une chose, c'est que s'ils arrivent avec les banderoles FO, CGT ou Sud ou ce qu'ils veulent dans les Gilets jaunes, on va leur faire bouffer leur banderole, ça c'est clair. Donc s'ils viennent en tant que citoyens, comme l'a fait d'ailleurs très honorablement Monsieur Ruffin, ce jeune garçon Ruffin que j'aime beaucoup, moi, tu vois, pourtant c'est un insoumis, mais je l'aime beaucoup. Moi, quand j'ai quelqu'un comme Ruffin qui dit officiellement je rejoindrai le mouvement des Gilets jaunes et j'irai à titre personnel sans banderole, eh bien, j'ai bien dit, bravo, monsieur Ruffin, vous êtes un exemple à suivre. Donc, les syndicats, s'ils ne se comportent pas comme ça, ils vont passer pour des cons, puis voilà. Alors, l'intérêt du mouvement des Gilets jaunes, c'est qu'il est répandu, pas uniquement en France, mais il est étendu à plusieurs pays d'Europe, la Belgique, on a vu. Tu m'as dit tout à l'heure que la Bulgarie avait commencé avant la France. Oui, la Bulgarie a commencé 48 heures avant nous. Alors, je dirais pas pour des raisons différentes, parce que leurs raisons sont quasiment les mêmes que les nôtres, à savoir qu'ils ont un gouvernement qui est, alors je ne devrais pas le dire parce que j'ai failli acheter une maison en Bulgarie, ils ont un gouvernement qui est essentiellement mafieux et qui détourne du pognon dingue et que enfin le peuple bulgare est en train de se réveiller, mais je dirais donc que c'est le même combat que le nôtre, c'est-à-dire de dire maintenant la parole doit revenir au peuple. On en a marre de voir ce que l'on appelle la plutocratie, c'est-à-dire la direction par l'argent, parce que c'est ni plus ni moins que ça, parce qu'on sait très bien que les gens qui vont à l'ENA sont rarement des enfants d'ouvriers, hein, c'est souvent des enfants déjà de diplomates, de politiciens, etc. Donc, c'est la politique par l'argent, et ça, on n'en veut plus. Voilà, on en a marre de payer des impôts, des taxes, etc., de vivre avec, pour certains retraités, avec 600 balles par mois, pour voir que notre Premier ministre, sur un vol de jet, va dépenser, alors je ne sais plus, j'ai plus le chiffre en tête, mais ça doit être dans les 50 ou 60 000 euros. Voilà, ça c'est simplement inadmissible. Il faut qu'ils comprennent ça. Oui, alors Eric, toi, tu es quelqu'un qui croit à ce mouvement, qui pense que ça va prendre de plus en plus d'ampleur. Tu sens que les gens sont motivés et ne vont pas lâcher. Hein. Oui, tout à fait. Comme je disais, de toute façon, j'ai fait une vidéo, tout à fait, j'ai fait un live tout à l'heure, après mon absence d'une journée et demie, ce qui est dramatique. Ça me fait rigoler d'ailleurs. Mais comme je leur disais, il faut bien que... alors certains ont lancé un appel pour le 24 pour qu'on aille prendre l'Élysée, Matignon, etc. Bon. Moi, je dis que je ne suis pas favorable à ça. Maintenant, c'est ma position à moi. Hein. Je ne suis pas un leader, loin de là. Je dis que je pense que c'est une grave erreur. Déjà parce qu'un samedi, le gouvernement, déjà les députés, les sénateurs, dans la semaine, en session, ils sont rarement présents. On l'a vu du nombre de fois. Alors un samedi, comme je disais, ils sont en train de faire des brochettes dans le jardin. Hein. Donc ça, déjà, il faut oublier. Donc quel est l'intérêt de prendre l'Élysée, Matignon, le Sénat, etc., si les gens ne sont pas là? Bon, à part de prendre le fauteuil de Macron, je ne vois pas l'intérêt. Par contre, je pense que l'intérêt, au contraire, c'est ce samedi, c'est recommencer ce qui s'est passé samedi dernier, et prouver au gouvernement qui est en train un petit peu de se frotter les mains en disant il y a une défection sur les jaunes parce qu'il y a moins de points de blocage. Bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de gens, comme je le disais aussi, eh bien, il y a beaucoup de gens qui ont besoin, qu'ils soient artisans, commerçants, ouvriers, salariés, etc., qui ont besoin de gagner de l'argent pour
pour vivre le mois, etc. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de gras. D'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'on a quand même un président de la République qui est d'une finesse et d'une intelligence extraordinaire, ou alors c'est qu'il le fait exprès, et là, ça sera encore plus grave, qui s'est quand même permis de dire quand même que de toute façon, ce mouvement des Gilets jaunes ne pourrait pas subsister parce que les Français avaient déjà du mal à boucler les fins de mois, donc ils ne pourraient pas continuer à faire comme ça des mouvements sans aller travailler. Donc c'est bien parce que c'est la preuve que notre président Macron est tout à fait éminemment au courant que, aujourd'hui les Français crèvent de faim à partir du 15 de mois et que lui, ça le fait rire. Eh bien nous, ça nous fait pas rire et puis on va lui faire comprendre. Et tu as vu, Eric, que dans les dom-toms, ça avait un peu débordé par contre. Non, absolument pas. Si on lit la presse, et c'est ça, j'ai passé aussi un message très fort à la presse, parce qu'on sait que la presse aujourd'hui, déjà, elle se répartit entre 9 milliardaires qui sont propriétaires de 90% de la presse française, déjà. Ensuite, on sait que cette même presse aujourd'hui est subventionnée très largement par le gouvernement français, et donc par le biais de ces subventions qui sont renégociées tous les ans, eh bien, ils sont à la botte du gouvernement. C'est-à-dire qu'ils savent très bien que si demain, ils démontent le gouvernement, ils n'auront plus les subventions l'année prochaine. Donc, pensez bien que pour eux, les journalistes, etc., eh bien, c'est du chômage pour eux. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent ce que le gouvernement veut bien qu'ils disent. Donc, à partir de là, la presse aujourd'hui n'a plus aucune légitimité. Et j'ai lancé ce message aux journalistes, parce qu'il reste des journalistes, je pense, qui sont de qualité et malheureusement qui sont aujourd'hui muselés par l'argent, comme sont aujourd'hui les salariés dans leur grande majorité. Et je parlais aussi des petits et des gros chefs d'entreprise, je ne parle pas des très gros, d'accord, muselés par le besoin de travailler. Bon, ben, il faut aussi que certains journalistes, et il y a un très bon reportage d'ailleurs qui était intéressant, je crois que c'était FR3 en région, où la journaliste qui est en studio passe la parole à une gamine, une jeune journaliste, adorable d'ailleurs, et qui commence à faire un compte-rendu sur ce qui se passe, et elle dit, écoutez, au niveau des jaunes, ça se passe vachement bien, il y a une super ambiance, tout voilà. Avec les gendarmes, écoutez, ça se passe plutôt bien. Mais là, par contre, et je la cite, hein, là, par contre, alors je ne sais plus si c'était les CRS ou les gardes mobiles, peu importe, arrivent, ils ont mis les boucliers, ils ont mis leur casque, ils sont prêts à... Et là, on lui coupe la parole, on lui dit, bon, ben, écoutez, on verra plus tard, on verra plus tard. Qu'est-ce qui se passe? Simplement que la presse aujourd'hui française, en grande majorité, d'accord, a des ordres de ne surtout pas donner de bonnes informations sur les jaunes, et encore moins de dire que finalement, les incidents et les accidents, et malheureusement les 2 morts qu'il y a eu, ne sont jamais à l'origine des jaunes, mais soit d'une certaine police, hein, je dis bien, parce que la police et gendarmerie sont plutôt favorables à notre mouvement. Par contre, bah oui, c'est vrai que les gardes mobiles, qui est une section particulière de la gendarmerie, et les CRS paraissent un peu comme des mercenaires, quoi. Donc, mais comme ils le paieront. Ils le paieront. Tu veux dire que les mauvais comportements viennent d'usagers qui ont pété un peu les plombs et n'ont pas su gérer leur comportement, finalement. Oui, alors je dirais que moi, d'entrée, dès le début du mouvement, j'ai passé des vidéos, donc je peux le prouver, où j'ai dit surtout ne bloquez pas les gens, faites des blocages, mais du filtrage, c'est-à-dire que la personne, vous la laissez 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, mais il faut comprendre que sur une file de 10 véhicules, si tu bloques un véhicule 5 minutes, le gars qui est arrivé en 10e position, il va être bloqué 50 minutes. C'est intolérable d'être bloqué 50 minutes. Donc, nous, à Ambert, on avait trouvé une solution, du moins les gars qui organisaient un peu ça, c'est qu'on les bloquait pas. C'est-à-dire qu'on les arrêtait, on leur disait, voilà, si vous voulez passer sur l'autre point, à une condition, vous faites le tour du rond-point en klaxonnant et on vous laissera passer. Et les gens, c'est marrant parce que même ceux qui n'avaient pas de gilet jaune, ça les faisait marrer. Parce qu'alors qu'il y avait des gendarmes qui étaient là, hein, avec nous, et du PSIG, eh bien les gens avaient le droit de faire ce putain de tour de rond-point en klaxonnant, ce qu'ils n'avaient jamais osé faire, et finalement, ils nous remerciaient et ils partaient vachement sympas. Donc, il ne faut pas de blocage, c'est une connerie. Bloquer,
des citoyens qui, pour une raison X ou Y, je veux dire, ne veulent pas ou ne peuvent pas nous rejoindre, c'est en faire des ennemis. Donc ça, c'est une folie. Et ce que je disais, c'est que la spécificité intelligente du mouvement des Gilets jaunes, c'est qu'il n'y a pas de leader identifiable et que donc le mouvement n'est pas sécable. C'est exactement ça. C'est ça le problème, c'est que si tu as demain un grand leader que les gens vont suivre, et c'est vrai que la majorité des gens aujourd'hui aimeraient bien avoir un leader, parce que c'est bien, on se repose sur lui, on est voilà. Il faut pas de leader. Il faut pas de leader. Si demain, dans une manifestation, moi c'est le mot d'ordre que j'avais passé, si on vient vous demander est-ce que vous êtes le responsable de la manif? Non, non, je suis responsable de moi-même. Voilà, je suis un manifestant parmi les autres. Et si tout le monde dit ça, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que effectivement, je les comprends, mais c'est le jeu, je dirais. Hein. Si j'étais au ministère de l'Intérieur, je ferais pareil. Une fois que tu as identifié les leaders, tu les convoques, tu leur fais bien peur, ou tu leur mets une enveloppe, hein, ça arrive des fois, et puis tout d'un coup, le mouvement va être démoli. Voilà. Alors que là, si chaque citoyen, oui, mais bien sûr, c'est arrivé, mais même, attention, et j'ose le dire, hein, soyons clairs, les patrons des syndicats sont achetés. Hein. Coluche aurait dit à jeter par la fenêtre, d'ailleurs. Hein. Bon, moi, à la limite, ils sont à jeter simplement. Mais qu'est-ce que toi, tu es, si on regarde ça de l'extérieur, il y a des gens qui disent, par exemple, les Français n'ont pas le courage nécessaire pour véritablement changer quoi que ce soit. Par exemple, en discutant avec Thierry Messant, il ne percevait pas forcément chez les gens la capacité de s'organiser face à un système qui était rodé justement pour étouffer ce genre de mouvement. Est-ce que toi, tu dirais quoi par rapport au fait que certains disent que les Français n'ont pas assez de capacité d'organisation ou de courage? C'est vrai et c'est faux. C'est vrai et c'est faux. Plus on informe les Français sur les détournements d'argent, plus on informe les Français sur cette espèce de mafia qui est organisée autour des conseillers généraux, des associations soi-disant de la famille et qui détournent des enfants, sur lesquels ces associations gagnent des millions d'euros détournés sur les fonds publics, plus on informe les Français sur toutes les combines de tous ces gens-là, plus ils ont une motivation qui est forte. C'est pour ça que je dis arrêtez de parler de l'essence. L'essence, on s'en fout. Parce que si demain on arrêtait effectivement tous ces gens qui nous détournent des milliards, mais quand je dis des milliards, c'est des centaines de milliards. C'est pas, on parle de 80 à 100 milliards de détournements fiscaux ou d'arrangements fiscaux, d'optimisation, ils appellent ça. Et s'il n'y avait que ça, à la limite, c'est grave. Mais c'est beaucoup plus que ça. D'accord? Il faut savoir quand même, alors c'est anecdotique ce que je vais dire, mais l'histoire des assiettes, et de la vaisselle qu'a commandé Macron. Alors je sais plus, je crois que c'est 500 000 euros ou un truc comme ça. Mais on fait vivre combien de gens avec 500 000 euros? Et ça, c'est une paille, ça. C'est une paille, ça. Et effectivement, Eric, tu as raison de dire que ce à quoi on assiste, c'est on a vraiment l'impression qu'il y a un mépris d'une caste politique qui est issue. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que si on fait l'analyse historique d'où elle vient, c'est l'héritage de la Révolution française qui s'est prolongé par mai 68 et qui a organisé le dépeçage patrimonial de la France au profit de transnationales, de groupes étrangers qui dépècent un peu le patrimoine et qui se l'approprient finalement. Donc, est-ce que la prise de conscience que ça se fait au détriment des Français et combinée au mépris de la caste politique peut progressivement, même si le mouvement des Gilets jaunes n'aboutissait pas directement, est-ce que ça peut progressivement faire une prise de conscience qui prenne de plus en plus d'ampleur dans le temps? Oui, tout à fait. Ce qui est intéressant dans ce mouvement-là, et c'est, je pense, qui fait très très peur au gouvernement, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à ce que l'on dit. Et à partir du moment où ils s'intéressent à ce que l'on dit, on leur sort, nous, avec des preuves à l'appui. Attention, il ne faut pas raconter n'importe quoi, parce qu'il y a aussi des fake news de temps en temps, où je lutte contre ça d'ailleurs. Mais on se rend compte qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent nous voir. Ouais, tu vois, j'ai fait une vidéo ce matin, je l'ai faite à 10h30, je suis quasiment à 3000 vues. Alors on va dire 3000 vues, c'est pas grand-chose.
c'est pas grand-chose, oui et non. C'est Sur une 3000 matinée, personnes. c'est beaucoup. Voilà, c'est 3000 personnes qui ont écouté ce que j'ai à dire. Et je dirais qu'on est nombreux comme ça. Si j'étais le seul, on dirait que ça représente rien. Mais nous sommes nombreux à amener des vérités aux gens et à leur expliquer. Je vais te donner une anecdote assez intéressante. Et quand tu m'as appelé, j'étais en train de travailler là-dessus. Ce matin, je rentrais donc de Salanches en Haute-Savoie et je m'arrête sur l'autoroute. J'avais démarré très très tôt, vers 4 heures du matin. Et donc, j'avais pas déjeuné. Je m'arrête dans une station-service. Et je sors fumer une cigarette et je regarde, je vois une affiche avec le logo du gouvernement français. Ça m'intéresse quand même. Il y a une communication du gouvernement français. Est-ce que tu es au courant des mesures qui sont prises à l'heure actuelle contre la peste porcine africaine? Tu en as entendu parler, toi? Non. Personnellement? Ouais. Non. Non. Mais moi non plus, hein, je te dirais, attends, il n'y a pas de souci, je découvre. Bon. Donc, je découvre quoi? En rentrant, ben, ça m'interpelle. Alors déjà, la personne qui était là dans la station-service, je lui dis, est-ce que vous pouvez me faire une copie du document? Ça m'intéresserait, parce que c'est un vrai document officiel du ministère de la Santé. Personne n'en parle. Eh bien, il faut savoir qu'aujourd'hui, alors en 2017, on a retrouvé 2 sangliers qui sont morts de la peste porcine africaine. Et là, j'ai retrouvé, je te dis, j'ai pas tout fini de voir, hein, tu m'as appelé entre-temps. Je suis en train de découvrir que là, j'ai même des communications d'hier, d'accord? Donc, c'est vraiment de l'information top. Alors, ils ont découvert entre la frontière belge et la frontière française un certain nombre de sangliers morts. Alors, apparemment, d'après le communiqué du gouvernement français, ils ne sont pas morts de cette peste porcine. J'avais un ami tout à l'heure avec qui j'en discutais, je lui dis, je pense qu'ils sont morts d'une crise cardiaque quand ils sont arrivés en France, ils ont eu le prix du pétrole, ils se sont dit, c'est pas possible. Donc non, alors il y a en Belgique une très grave crise, à tel point, tiens-toi bien, que en Belgique, alors je ne sais plus dans quel secteur, je ne l'ai pas en mémoire, ils ont interdit l'accès à des forêts complètes, d'accord? Parce qu'il y avait de la peste porcine. Et c'est là où est toute la problématique, justement, aujourd'hui, en France, mais aussi en Belgique. C'est la communication aux personnes. C'est qu'on nous dit que cette peste porcine africaine n'est absolument pas contagieuse à l'homme. Alors, si elle n'est pas contagieuse à l'homme, pourquoi on interdit 600 000 hectares, c'est énorme, de forêt en Belgique, en limite avec la France, d'accès à toute personne hors des services sanitaires. Ça prouve bien qu'il y a un problème. C'est une communication d'hier. Hein. On va dire subliminalement, c'est contradictoire avec une logique pro-migrant et pro-multiculturelle, on va dire. Parce que dans la logique subliminale du rapport à l'Afrique, ça passe pas. Alors maintenant, je vais t'expliquer. Ce qui est très intéressant, c'est qu'à force de creuser, et j'ai pas terminé, je me suis aperçu qu'il y a une communication qui dit qu'apparemment, cette épidémie, tiens-toi bien, parce que ça, faut déjà s'accrocher, serait partie de migrants qui auraient jeté certains des aliments ou restes d'alimentation et que les sangliers l'auraient bouffé. Donc, ça serait passé de l'homme au sanglier, donc au porc. D'accord? Est-ce qu'on en a entendu parler? Personne n'en a parlé. Alors, je vais creuser, je vais faire une vidéo là-dessus. Parce que ça change. J'ai aussi eu un écho comme quoi ça viendrait de laboratoires américains implantés en Europe. Mais bon, ça, après, c'est un article un peu différent. C'est un article sérieux. Je pense que, je ne veux pas dire de bêtises, je pense que ça venait du réseau Voltaire, qui expliquait qu'en Europe étaient implantés des laboratoires de recherche biologique et que même les gouvernements n'y ont pas accès, que ça vient des États-Unis et qu'ils font des tests, notamment pour voir un peu comment ils pourraient, en cas de guerre, contaminer les populations. Oui, mais alors, justement, ça vient des États-Unis, oui et non, entre guillemets. C'est monsieur Bill Gates, d'accord, et son épouse, la première fortune mondiale quand même, d'accord, qui a monté des laboratoires, qui travaille d'ailleurs avec Monsanto, hein, on a des reportages qui sont là-dessus. Ce monsieur et cette dame quand même bien sympathiques au demeurant
sont aujourd'hui poursuivis par la justice indienne en Inde, d'accord, pour crimes contre l'humanité, parce qu'ils ont fait des vaccins à des gamins qu'ils allaient chercher dans des orphelinats sans autorisation, d'accord, et qui ont inoculé des maladies à ces gamins, d'accord. Donc, alors je ne sais pas si pour pour cette peste porcine, et moi ce qui m'interpelle, parce qu'il y a un moment il faut faire des recoupements, c'est quand même de savoir que M. Bill Gates, il n'y a pas plus loin de 3 ou 4 mois de ça, dans une communication, a dit et a prévenu l'Europe de se méfier d'une pandémie qui nous pendait au nez, d'accord? Donc, jusqu'à aller dire que c'est lui qui va la mettre en route, moi, j'en suis pas loin. Mais pour revenir au mouvement des Gilets jaunes, est-ce que tu apprécies le geste de Lassalle? Ah oui, mais M. Lassalle est un homme extraordinaire. Et j'ai fait un commentaire d'ailleurs là-dessus sur une vidéo que j'ai trouvée. Et je vous dirais, et je m'adresse là à tous les Français, qu'ils soient votants ou pas, remarquez quand même que vous qui avez élu des députés pour vous représenter, eh bien, aucun de ces députés, de l'extrême droite à l'extrême gauche, en passant par M. Macron et ses amis, aucun n'a soutenu M. Lassalle. Il a été le seul dans l'hémicycle à porter le gilet jaune. Ils ont fait une session d'ailleurs extraordinaire de séance, d'accord, et apparemment ils veulent le poursuivre. Alors qu'ils sont les représentants des Français, soi-disant. Donc moi, tous les députés, et je dis bien tous les députés, qui ne se sont pas soulevés et qui n'ont pas mis eux-mêmes un gilet jaune ou qui n'ont pas protégé M. Lassalle, sont à condamner. C'est clair. Tous. Et tu es un peu déçu par le rapport des différents mouvements politiques avec les Gilets jaunes? Mais tous ces gens-là, ils sont à la gamelle, il ne faut pas rêver. Ils sont là pour défendre leurs propres intérêts. Ils n'ont jamais été là pour défendre le peuple, ça se saurait. C'est vrai qu'en regardant un peu l'intervention de Lassalle, qui était une intervention passive de défi au gouvernement, on voit bien quand même qu'il y a une caste politique, un mépris du peuple et que c'est un jeu et que malheureusement, quand on observe l'histoire, ce jeu souvent se termine en faveur du gouvernement, quoi. Sauf quand c'est dans le mauvais sens. Parce que mai 68, par exemple, si le mouvement des Gilets jaunes arrivait à prendre le dessus et qu'il y avait un vrai mouvement en renversement, ça serait une contre-révolution qui serait opposée à ce qu'on a vu en mai 68 ou à la Révolution française. On est bien d'accord. Mais on est toujours sidéré quand on regarde l'histoire que ce jeu entre des élites et une masse de peuple qui s'inscrit dans leur mouvement, on est toujours un peu déçu de l'incapacité du peuple à dépasser ce rapport de force. Qu'est-ce que toi tu attends du mouvement des Gilets jaunes? Alors, c'est très compliqué. Alors, il y a un mot que tu as utilisé, que j'utilise tout le temps, c'est le mot de caste. C'est une caste, il faut bien comprendre, il y a le peuple. Mais attention, le peuple, c'est aussi des gros chefs d'entreprise qui s'imaginent qu'ils vivent dans une démocratie, etc. Hein, voilà. Mais au-dessus de tout ça, il y a une caste qui sont les députés, les sénateurs. Oui, il y en a peut-être un de bien. Peut-être M. Lassalle, effectivement, est quelqu'un de bien. Peut-être qu'il y en a d'autres qui n'ont pas osé se lever. Je ne veux pas jeter la pierre à tout le monde. Bon. Comme tu le dis, effectivement, c'est une contre-révolution, puisque c'est une révolution qui, si elle vient à son terme, serait une révolution anti-1789, qui est une révolution aristocratique, ni plus ni moins, d'accord, et 68 de la même façon. D'ailleurs, on dit même que 68 aurait été financé par les États-Unis et par la CIA. Bon. Pour virer De Gaulle, oui, c'est tout à fait. Voilà, tout à fait, qui au dernier moment a dit le nucléaire aux Israéliens, c'est stop, je ne suis pas d'accord. Oui, comme Kennedy. Oui. Exactement, comme Kennedy qui a été assassiné pour ça. Donc c'est bizarre, dès qu'on se met contre ce genre de personnage, contre c'est même pas un pays, je ne sais pas comment le dire. Moi, je les appelle les coucous. Tu sais comment vit un coucou? Oui, au détriment des autres. Il vient, il jette les œufs, il met ses œufs à lui, et c'est les petits oiseaux qui vont couver les gros coucous, et à la naissance, le coucou sera même plus gros que celui qui l'a couvé. Donc c'est tout à fait ça pour moi, donc je les appelle les coucous. D'ailleurs, c'est mieux parce que là, je pense que c'est pas encore rentré dans les systèmes informatiques, parce que tu sais que si tu parles
de is machin ou de sio machin, c'est tout de suite t'es pisté. Si tu parles de coucou pour le moment, c'est pas encore pisté. Donc, alors, la problématique, moi, ce que je dis aussi et que je répète, et c'est là où c'est très compliqué de faire une vraie révolution, c'est que le peuple se lève, ce qu'il est en train de faire, mais quand il a gagné, c'est-à-dire que si le gouvernement demain démissionne, le peuple va rentrer dans sa maison en disant on a gagné. Et moi, je dis attention, la vraie révolution, elle commence maintenant. C'est-à-dire qu'une fois que le gouvernement est sorti, on a tous ces gens qui sont plus ou moins héritiers encore de 1789, donc les aristocrates, les plutocrates, etc., les syndicalistes, etc., qui vont essayer de récupérer ce mouvement-là pour récupérer le pouvoir pour eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on recommence 1789. D'une autre façon, mais le résultat serait le même. Donc je dis qu'une vraie révolution, elle commence le jour où on a gagné. C'est-à-dire le jour où le gouvernement s'en va, eh bien, il faut faire des assemblées citoyennes, des assemblées constitutives pour créer une nouvelle constitution. Il faudra être ouvert, c'est-à-dire écouter tout le monde, et démocratiquement, si ce mot-là qui n'a jamais été le cas en France, la démocratie n'a jamais existé en France, on nous a fait croire à la démocratie, mais elle n'a jamais existé. D'ailleurs, Coluche disait, si le vote servait à quelque chose, il y a longtemps que ça serait interdit. Et M. Coluche avait vraiment tout compris, lui. Il avait compris que ça ne marchait pas, et c'était il y a largement plus de 30 ans. Donc voilà, donc une vraie révolution, si on veut vraiment l'amener à son terme, il faut que tous les gens qui ont profité du système, qui ont détourné de l'argent, qui ont triché, soient jugés, condamnés s'il y a lieu, mais pas uniquement condamnés de la prison, parce qu'on ne va pas en plus les nourrir pour rien. Mais toutes les sommes qui seront prouvées qu'ils auront détournées, ils devront non seulement les rembourser, mais multiplier à minima par 2, d'accord, et avec leurs biens, leurs comptes en banque, etc., bloqués jusqu'à remboursement de la dette. Je vous donne un exemple. Donc un gel des avoirs. Pardon? Un gel des avoirs, alors. Un gel des avoirs. Je vous donne un exemple. Il y a une dame, j'ai perdu son nom parce que je m'en fous, qui a payé, entre autres pour son fils, 40 000 € sur les comptes publics de taxi. Cette dame a été virée de son poste, c'était à tout le moins, d'accord. De mémoire, elle a été condamnée par la justice à rembourser 7 000 € sur les 40 000. Donc ça se passe bien quand même. Elle s'est payée 40 000 € de taxi, elle a remboursé 7 000. Et elle a été interdite pendant 6 mois de fonction publique. Et aujourd'hui, on lui a redonné un poste mieux payé que le premier. Est-ce que ça, c'est de la justice? Eh bien non, ça, c'est pas de la justice. Eh bien moi, une dame comme ça, c'était non seulement elle remboursait les 40 000, plus 40 000 d'amende, plus une peine de prison. Et en plus, interdit de fonction publique. Ah oui, voilà. Ah, il y a un bug. Enfin voilà, c'est ma façon à moi de voir, si tu veux, la suite de cette révolution en cours, si toutefois elle devait arriver à son terme. Donc pour toi, tu espères que les Français vont briser la chaîne de malédiction, de l'incapacité de surmonter les élites. Tu penses qu'ils peuvent, par l'accumulation de mépris et d'injustice, sentir que le fil résiduel élitiste n'est pas à la hauteur pour les bloquer. Et à ce moment-là, il pourrait y avoir un changement. Alors, je te dirais que je l'espère, mais d'un autre côté, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, ce qui me fait très très peur, c'est que les Français, mais pas que les Français, mais nous parlons aujourd'hui des Français, aiment avoir un chef. Ils aiment avoir un chef, ils aiment avoir un guide, ils aiment avoir, voilà. Et c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils vont trouver quelqu'un qui va bien leur parler, qui va bien savoir leur faire briller des idées novatrices, machin, etc., j'ai peur qu'ils se laissent séduire et de nouveau escroquer, parce qu'ils seront escroqués à nouveau. Évidemment, je pourrais te parler d'une certaine franc-maçonnerie, d'accord, et éventuellement aussi de certains sayanim, enfin des sayanim, donc d'Israël, et de l'influence d'Israël qui est grandissante. On sait qu'aujourd'hui, la France est le pays le plus marqué par le sionisme à travers ces sayanim, etc. Voilà, ces représentants qui sont des sayanim. Donc, voilà, alors,
Et je dis bien, attention, parce que souvent les gens confondent complètement entre juifs et sionistes, et ça c'est une très très grave erreur. Je ne suis absolument pas antisémite et je me réclame de ça, absolument pas. Mais par contre, je ne supporte pas qu'aujourd'hui, et je le dis souvent, la politique française n'a absolument pas à être sous domination, qu'elle soit russe, et pourtant j'ai beaucoup d'admiration pour M. Poutine, Oui, pour Trump, que je défends énormément aussi, d'accord, pour Netanyahou ou pour qui que ce soit. La politique française, c'est à la politique française, c'est-à-dire qu'elle doit défendre les intérêts du peuple français, ce qui n'est absolument pas le cas à l'heure actuelle. Alors, on peut dire que si on veut donner plus d'arguments, on peut penser que les gens sont pas assez, ne font pas assez d'efforts pour comprendre la situation et être réellement conscients des enjeux. J'ai expliqué un peu, c'est que c'est vrai que les gens, ils s'arrêtent un peu à quand on touche leur porte-monnaie ou quand leur niveau de vie descend. Mais ils ne cherchent pas véritablement le travail historique et les causes qui leur permettraient d'avoir une motivation plus lucide. Ce que je veux dire par là, c'est que, imaginons qu'on arrive à la fin d'un jeu de dupes de la guerre au terrorisme et qu'il faille payer la facture. On voit que la génération de mai 68 est en train de saboter le travail et de faire payer aux Français la fin, c'est-à-dire la dette accumulée sur l'impôt sur la guerre au terrorisme. Les pays anglo-saxons sont en train d'en partir. Par exemple, le Brexit pour l'Angleterre, Trump pour les États-Unis. Les seuls pays qui continuent dans cette imposture, c'est la France. Et on le voit d'ailleurs, le gouvernement achète de la dette américaine en masse. Quand vous achetez des bons du Trésor, quand vous achetez des bons du Trésor américain, aujourd'hui, vous achetez de la dette, puisque c'est un pays qui est à plus de 100% d'endettement. Et les Russes vendent la dette américaine et achètent de l'or. De nombreux pays le font. Il y a que, mais les Chinois, ce sont ceux qui sont le plus enfoncés dans la dette américaine. Quand ils vendent, c'est pas grand-chose. Mais par contre, les Français, eux, qui sont un petit pays qui ne peuvent pas se comparer à la Chine au niveau de tout ce qui est économique, c'est quand même, il y a une grosse différence. Les Français, eux, achètent de la dette. Alors on se dit, quand on regarde l'échiquier géopolitique, il est possible que la génération de mai 68, qui est en train de dépecer la France aux pays de puissance étrangère, est en train de saboter toute velléité de reprise identitaire en France et d'accumuler la dette pour que les Français soient la poubelle de défaussement de l'imposture de la guerre au terrorisme. Et ça, les Français devraient savoir que c'est peut-être... J'en parlais avec Thierry Messon là, dans l'interview, je te disais, on a l'impression que de l'imposture de la guerre au terrorisme, il n'y a que les Français qui sont en train de rester comme des idiots là-dedans et que quand il va falloir payer la facture de tout ça, c'était la France qui était sous Jacques Chirac contre la guerre en Irak qui va par mai 68 se retrouver à payer la facture. Et ce n'est pas les élites qui ont organisé ça qui vont payer, c'est le peuple français. Donc il y a peut-être des raisons supplémentaires aux Français de sortir du problème actuel parce que c'est le gouvernement actuel qui est en train de les trahir au profit de puissances étrangères qui n'attendent qu'une chose, c'est de voir la France assumer la facture de fin de tableau. Une guerre civile, regarde le travail de Zemmour. On voit bien que Zemmour essaye de récupérer les gilets jaunes, c'est un truc de blanc. On voit bien que si une certaine communauté arrivait à créer le chaos et que la France, qui est un point de convergence important au milieu de tout ça, tombait dans le chaos, ça arrangerait certaines personnes. Je veux dire, on a vu que le Parti socialiste, ils ont fait venir le Qatar, l'Arabie Saoudite, ils ont fait venir des vagues d'immigrés et qu'ils pourraient faire un chaos en France sur le diviser pour mieux régner, entre les identitaires, les vagues d'immigrés, le discours pro-sioniste. Vraiment, la France est au centre de la tourmente, quand même, on a l'impression. Il y a des enjeux qui se jouent. Alors, pour te répondre, je te dirais déjà, je ne sais plus qui a dit ça, mais j'ai trouvé ça très intelligent, qui a dit à partir du moment où on parle des gens, déjà le discours est faux. Parce qu'il n'y a pas des gens, il y a plein de personnes différentes qui raisonnent de façon différente. Mais moi, je ne peux pas, et je le dis souvent, je n'en veux pas absolument aux Français d'être dans l'ignorance. Parce qu'on les tient dans l'ignorance depuis que la télévision a émergé, avec des programmes américains au départ en quantité, des films historiques, pseudo-historiques, où on nous a raconté tout et n'importe quoi, des films politiques où on nous a raconté tout et n'importe quoi. Tu me parlais tout à l'heure de l'assassinat de JFK,
On a vu nombre, je pense que bon, pour les anciens comme moi, entre autres, nombre de films qui nous racontaient qu'il y avait un tireur qui avait tué, machin. On sait aujourd'hui que c'est complètement faux. Voilà. Donc ça fait des générations aujourd'hui, quand même, des générations, quelques générations qui ont perçu l'histoire à travers la télévision et la presse, qui sont des vecteurs qui peuvent être des vecteurs de vérité, mais qui ont toujours été des vecteurs de mensonges, c'est-à-dire de manipulation. Et de manipulation toujours pour rendre, je suis désolé de le dire, le peuple plus crétin, je dirais, de façon à l'avoir sous sa main. Alors c'est marrant parce que quand tu me parles de 68, je vais en reparler parce que je trouvais ça assez emblématique. Et pourtant, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, pour qui j'ai beaucoup d'estime, qui doit avoir 80 ans aujourd'hui, qui est un de mes beaux-frères, qui est un socialiste convaincu. Hein. Il a servi dans l'armée, sous-marinier à la grande époque, etc. Socialiste dur comme fer. Hein. Je veux dire, on a eu des discussions extraordinaires avec lui, j'ai jamais pu le faire bouger d'un iota. Donc, il est complètement issu de cette génération pré-68, mais 68 aussi, d'accord, et qui s'est dit que l'avenir, c'était le socialisme, etc. Et lors d'une discussion un jour, je l'ai quand même fait craquer, c'est-à-dire qu'il a dit sa vérité. Et ça, c'était très intéressant à entendre, parce qu'au bout d'un moment, il réfléchit comme ça, il me dit, tu sais, Eric, finalement, la bonne solution pour guider un peuple, pour diriger un peuple, c'est que le peuple soit ignorant de tout. Et ça, ben, c'est finalement la politique qu'on a depuis des générations. C'est-à-dire, alors quand je dis abrutir, c'est pas les rendre, parce que dessus, entre la culture et l'intelligence, il y a deux choses différentes. Mais tronquer l'histoire pour nous faire croire que, eh bien, 1789, c'est la merveille des merveilles, parce qu'avant, sous la royauté, c'était l'horreur, c'était l'esclavage, etc. Alors que le vrai esclavage, il a été créé quand? Les serfs, ils avaient une certaine dépendance, c'est vrai, au seigneur, mais il faut savoir qu'un serf travaillait aujourd'hui, enfin, travaillait à l'époque, je veux dire, moins qu'un 35 heures aujourd'hui dans une usine. Il faut le savoir, avec toutes les fêtes religieuses, etc. Qu'il était défendu par son seigneur et par son roi, etc. Donc tout ça nous a amené à dire, la République nous a amené à une chose extraordinaire, la liberté, etc. Et ça me ramène souvent d'ailleurs à l'histoire de l'esclavage aux États-Unis, entre autres, mais la France qui a abrogé l'esclavage les premiers. Pourquoi on a abrogé l'esclavage? J'en parle souvent de ça. C'est qu'un jour, ils ont compris une chose. C'est que lorsqu'ils prenaient un esclave, ben cet esclave, il avait éventuellement des enfants, etc. Et puis, ben, un esclave, on le logeait, on l'habillait, on le nourrissait, et on le nourrissait jusqu'à sa mort. Et un jour, ils se sont aperçus que finalement, ça coûtait cher. Parce que sur une vie d'esclave, qui à l'époque, malheureusement, était relativement courte, ben finalement, s'il vivait, on va dire, 40 ou 50 ans, on l'avait exploité pendant 20, 25, 30 ans, d'accord, mais on l'avait nourri pendant le reste du temps. Et un jour, ils ont compris que le salariat coûtait moins cher. Pourquoi ça coûtait moins cher? Parce qu'un esclave, tu l'avais, tu le gardais. Il était estampillé chez toi. C'était à toi. D'accord? Alors qu'un salarié, l'avantage, c'est que dans une usine, si le salarié, tu veux t'en débarrasser, tu lui fais une lettre, tu le virais, et on n'en parlait plus. D'accord? Donc finalement, on a aboli l'esclavage, non pas pour le bien de l'homme, et je ne dis pas qu'il faut retourner à l'esclavage, entendez bien, d'accord, mais le salariat, finalement, était plus intéressant pour les chefs d'entreprise, pour les patrons, les gros patrons, d'accord, que l'esclavage. Eh bien, et ça, personne n'en a jamais entendu, cette histoire-là. Au contraire, oh, on a sauvé les esclaves, etc. La République, ça a été la libération. La République, quand on nous raconte que la République, aujourd'hui, enfin, après 1789, ça a été l'éducation gratuite pour tout le monde. Mais sous la royauté, c'était déjà le cas. Ils étaient tous scolarisés, les gamins. Et c'était gratuit. On peut dire, c'est du mensonge. On peut dire que peut-être pour l'esclavage, c'est une conjoncture de plusieurs choses. Ça n'est pas que, bien sûr, toujours. Il y a eu aussi différentes avancées. On peut pas. Oui, bien sûr. On peut pas être trop. Et pour revenir aux gilets jaunes, moi, ce que je voudrais dire, c'est que ce que je trouve d'assez idiot, c'est de dire gilet jaune. Tu sais, je sais pas si tu regardes un peu sur les médias sociaux, il y en a qui, au lieu de dire gilet jaune en français, ils disent Gilles, le prénom français, John.
Ils ont raison. Non, pourquoi? Je trouve Alors, que c'est... non, parce que moi, a priori, je te dis a priori pourquoi je trouve ça débile, et après tu me dis si j'ai tort ou pas, parce que toi, tu dois savoir mieux que moi. Je trouve ça débile dans l'ambiguïté intellectuelle, puisque on parlait justement de la mainmise des mouvances anglo-saxonnes qui, par les privatisations, ont implanté le territoire, hein, par le biais de politiciens corrompus. Donc le fait de jouer à gilet jaune, c'est un peu se contredire, si tu veux. C'est un peu tu vois ce que je veux dire. Donc, est-ce qu'il ne faut pas revenir à du français et arrêter de parler franglais et l'ambiguïté? Mais non, je pense que tu tombes dans l'excès à ce niveau-là et tu n'as pas compris une chose. C'est que au niveau informatique, c'est très simple. Comment ils maîtrisent le langage informatique? Lorsqu'on parle de... Si tu cites le mot sioniste aujourd'hui, eh bien, tu as un algorithme, d'accord, informatique, hein, d'accord, qui va te classer et qui va éventuellement, selon le discours que tu as, ressortir ton discours, qui va être vérifié par un contrôleur, qui est, alors soit, je ne sais pas si c'est la DGSI, si c'est l'armée, etc., peu importe. Bon. Ça s'appelle un algorithme. Bon. Aujourd'hui, ils ont rentré un nouvel algorithme qui est gilet jaune, donc le gilet jaune. Ils ont mis cet algorithme-là. Et à partir du moment où tu cites aujourd'hui dans une vidéo ou dans un discours gilet jaune, eh bien, l'algorithme va faire ressortir ton portrait au niveau des services de renseignement, d'accord, qui vont remplir une fiche sur toi pour savoir. Donc, si tu veux, je vais t'expliquer un truc. Tout à l'heure, je te parlais du sionisme. Si tu parles de sionisme, il y a l'algorithme sioniste, hein, qui a été mis en place, entre autres, à la demande du CRIF, d'accord, et tout d'un coup, on vérifie ton discours, savoir si tu es pro ou anti-sioniste. C'est pour ça que nous, depuis un certain temps, mais je pense qu'ils ont créé aussi ce nouvel algorithme, on parle de Khazar, pour ne plus avoir à citer sioniste. Et bien là, c'est la même chose, si tu veux. Alors, ça n'a rien à voir avec de l'anglicisme, Jim et jaune, d'accord, mais c'est du point de vue écoute, si tu veux, si tu dis Jim et John, effectivement, ça te rappelle Jim et gilet jaune, d'accord? Donc ça n'a rien à voir avec l'anglicisme. C'est pour détourner, si tu veux, l'algorithme. Voilà. Bon, moi je pensais que c'était de registre aussi débile que pendant le... comment on appelle ça, les pro-familles? C'était quoi le mouvement? Ah, la manif pour tous, tu veux dire? Ouais, dans la manif pour tous, ils avaient pris une représentante qui était qui portait physiquement le contraire du message, quoi. Bon, mais j'en ai parlé il n'y a pas longtemps. Et j'ai dit que... Brigitte Bardot. Je veux dire, prendre Brigitte Bardot, c'est complètement contredire le discours. Et je pensais que Gilet jaune, le fait de mettre jaune, c'est exactement la même contradiction. Donc, moi, de l'extérieur, puisque je ne prends pas part, je peux, moi, soutenir la velléité des gens de changement. Je m'étais dit, c'est aussi ridicule que ce qu'on voit avant, il ne se passera rien, ils ne sont pas assez costauds, ils ne sont pas assez instruits et ils ne sont pas assez conscients des enjeux qui se passent. Je trouvais même que le fait que les politiciens les humiliaient comme ça était une marque du fait qu'en face, ils sentaient que le mouvement n'était pas crédible, quoi. Non, alors que c'est l'inverse. C'est la connaissance de ces algorithmes, c'est la connaissance de ces algorithmes mathématiques, si tu veux, et informatiques, qui ont fait qu'on est éminemment conscient, parce que, alors moi je vois, moi bizarrement, je ne sais pas pourquoi, pour le moment je ne me suis pas fait saquer. Pourtant Dieu sait que je dis des choses des fois qui rentrent dans les algorithmes justement, et pour le moment je ne me suis pas fait saquer, à part 2 menaces de mort que j'ai reçues de la LDJ. Mais j'en ai rien à faire, je m'en fous. T'as porté plainte? Non, pourquoi faire? Menace de mort, c'est plainte, hein, direct. Je m'en fous, mais qu'ils viennent, je les attends, au contraire. C'est pas qu'ils viennent, c'est que la police aille les chercher. Non, attends, mais ils iront jamais les chercher. Attends, c'est eux les patrons. Oui, mais attends. Mais non, au moins, tu as fait la démarche de porter plainte. C'est la responsabilité de la police de ne pas faire son travail après. C'est pas la même chose. Ça sert à rien. C'est de l'argent, c'est du temps qui ne sert à rien. Voilà, la LDJ est interdite, même en Israël. Même en Israël. Elle est interdite aux États-Unis. D'accord? Comme mouvement terroriste. En France, c'est autorisé. D'accord? Attaque-toi quelqu'un de la LDJ en justice, mais le juge, attends, il bouffe avec le patron du CRIF le soir. Non, faut oublier. Je te dis, c'est pour la forme. Tu devrais faire les démarches de porter plainte. Moi, je préférerais qu'il vienne. Voilà. Si on chasse le sanglier, eh bien, on chassera autre chose.
Mais non, mais j'en ai rien à foutre en plus. Tu sais, je veux dire, moi, on m'a toujours dit, chien qui hurle ne boit pas. Chien qui aboie ne boit pas. Et qui aboie ne mord pas. C'est pareil. Ouais, tu as raison. Moi, demain, si je veux m'en prendre à Boris, tu crois que officiellement, je vais te menacer? Si je fais ça, je suis déjà condamné. Voilà, le jour où je veux m'en prendre à Bobo, je dis rien et je viens le dessouder. Voilà, donc ça, c'est des conneries de gamin. Non, c'est comme ça. Non, mais tu as raison de le prendre comme ça. Mais moi, j'estime que quand on te menace de mort, il faut porter plainte. Et puis voilà. Mais bon, après, effectivement, tu peux peut-être prendre ça comme des gamines. Je vais dire la réponse que j'ai faite. Je vais dire la réponse que j'ai faite même. Je leur ai dit, vous avez ma tête, vous avez mon nom, mon prénom et mon adresse. Donc, je vous attends. Tu vois, j'ai même été jusqu'à là. Je leur ai dit, vous avez mon adresse, les petits gars, parce que moi, tu tapes Google, Éric Pérou, tu sais où je suis, moi. Hein. Je me cache pas, justement. Parce qu'il faut, justement, et c'est le message que je passe à chaque fois sur mes vidéos, arrêtons d'avoir peur. Peur du gouvernement, peur de la police, peur du fisc, peur de tout. Le jour où les Français n'auront plus peur, tous ces gens-là au-dessus, ils sautent. Mais, écoute, voilà le message qu'il faut passer. Je comprends ton point de vue. Par contre, pour revenir aux gilets jaunes, moi, je vais te dire, moi, quand je fais mes vidéos, je réfléchis pas du tout aux algorithmes, aux coquesses. Je dis ce que je pense directement. Et je pense que si je comprends ce que tu dis, les gens seraient assez malins pour jouer de manière intelligente sur le gilet jaune pour passer à travers les algorithmes. Honnêtement, personnellement, j'estime que les gens devraient arrêter d'être ambigus. Et si on allait vers le marché transatlantique, la dernière chose à faire, c'est d'utiliser le mot Gilles français et John d'un côté, parce que ça laisse à penser l'ambiguïté qui suit le gouvernement dans son franglais, ce genre de choses. Donc moi, je dis, il faudrait que les gens arrêtent d'être ambigus s'ils veulent être sérieux. C'est ça que je veux dire. Quand tu veux gagner une guerre, tu ne le fais pas à moitié, quoi. Tu n'es pas à moitié dans les idées du gouvernement, parce que... Tu es en train de dire ça à Éric Pérou, si tu veux, qui non seulement se cache pas, dit son nom, monte sa gueule et parle de sionisme et de machin, etc. Donc, s'il y a bien quelqu'un qui se cache pas, c'est moi. Donc, je suis d'accord avec toi. Mais tout le monde n'est peut-être pas aussi fou que moi. Moi, je suis fou, je le dis et je m'en réclame. D'accord. J'ai discuté avec toi. J'ai discuté avec toi assez souvent pour voir que tu as été sain d'esprit et qu'il n'y a pas de problème de ce côté-là. Après, il y a peut-être eu un côté d'Éric Pérou que je ne connais pas parce qu'on se connaît que par Internet. Peut-être que quand on ne se parle pas, tu es différent. Mais dans les discussions, tu es intelligent, c'est censé. Donc, à mon avis, tu ne peux pas être un taré. Donc, il ne faut pas non plus dire que tu étais fou. Pas la ça dépend quelle est ta folie. Hein, tu sais, on peut être moi, j'ai été interdit 3 fois et je le dis. Et j'en ai pas peur. On peut être poussé à bout par un système, on peut être provoqué. Bien sûr. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose que d'avoir un problème pathologique. Tu vois ce que je veux dire? Oui, non, mais je suis tout à fait évidemment d'accord avec toi. Tu l'imagines, d'accord? Puisque c'est même moi qui ai limogé le psychiatre en lui disant vous n'avez rien à foutre là. Si vous venez juste pour me demander si j'ai pris mes médicaments, si j'ai bien dormi, pour prendre 35 € parce que vous avez poussé ma porte et la refermer et en voir 20 comme moi, c'est-à-dire prendre 700 balles par jour, j'ai pas besoin de vous. Bon, donc tu vois que je suis été quand même relativement sain d'esprit. Bon. Mais, non, mais quand je dis je suis fou. Tu as peut-être moins à perdre que les jeunes qu'il y a aujourd'hui, c'est ça que tu veux dire. Ah, ça a été coupé. Éric, attendons 2 secondes. Je ne t'entends plus. Lié au réseau survenu. T'as été coupé, Eric, alors attends 2 secondes. Ouais, j'ai vu qu'on a été coupé, ils nous ont remis. Qu'est-ce que tu disais alors? Oui, non mais voilà, non mais moi si tu veux, par rapport, j'ai été chef d'entreprise toute ma vie, donc toute ma vie on m'a dit mais toi t'es un taré, pourquoi tu fais pas fonctionnaire? Et alors mon ex-femme voulait absolument que je devienne fonctionnaire ou salarié au fixe. Et voilà, moi je suis quelqu'un d'entrepreneur, donc quelque part pour certains, ils disent, ouais, Pérou, il est fou parce qu'il entreprend des choses. Quand j'ose parler comme ça, bon, devant toi aujourd'hui, mais sur des vidéos, mais nombre de gens, mais qui m'appellent en me disant, mais monsieur Pérou, vous ne devriez pas dire certaines choses parce que vous savez, vous allez vous mettre en danger. Je m'en fous. Ça s'appelle la liberté d'expression. Mais ensuite, c'est aussi, t'es arrivé, t'es à la retraite, on est bien d'accord, donc tu te mets au service de ce que tu penses être juste. C'est ça l'histoire. Je ne suis pas à la retraite, je suis au RSA. T'as arrêté de travailler. On peut dire que tu as choisi d'être à la retraite d'une certaine manière.
Non, la retraite, ça voudrait dire que je touche ma retraite, que je devais retoucher normalement à 62 ans. Et il y a 3 jours de ça en session nocturne, le Parlement a validé un nouveau décret de notre cher président qui fait que je ne serai plus à 62 mais à 63 ans maintenant. Ils m'ont fait perdre un an, tu vois. Voilà, ça c'est le gouvernement, tu vois, personne ne le sait ça. Alors, peu de gens savent. Tu fais bien de le dire. Alors, le gouvernement, avec son mépris, fait passer en plus en rajoute une couche. Là, on a vu ce matin, ils ont fait le service militaire universel, ils l'ont rétabli, alors que ça avait disparu depuis 97, je pense, hein, si je me trompe pas dans les chiffres. Chirac l'avait arrêté. Sous Chirac. On voit que le mouvement étudiant bloque un peu les lycées. Si ça passe pas cette fois-ci, peut-être que l'accumulation d'injustices. Là, moi, je vois, par exemple, il y a un flicage de plus en plus sur les réseaux sociaux, puisqu'il y a la directive européenne sur les droits d'auteur, qui fait que moi, par exemple, je fais des analyses de films. Je travaille sur l'inconscient collectif en utilisant des extraits de films. Comme je ne suis pas monétisé, il est possible que mes chaînes ne soient pas supprimées, mais si, malgré le fait que ce ne soit pas monétisé, ils suppriment systématiquement l'utilisation de parties qui sont liées aux droits d'auteur, il faut être sûr que moi, mes chaînes vont être supprimées. Donc on voit bien qu'il est en train de se mettre en place quand même un système mortifère très fliquant. Très fliquant. Je comprends que quelqu'un qui crée quelque chose et qui est inscrit dans le droit d'auteur doivent protéger son œuvre et que ceux qui utilisent ça et qui en font de l'argent doivent être sanctionnés. Je suis d'accord. Mais la méthodologie pour bloquer tout ce qui est droit d'auteur risque d'aboutir par déviation à quelque chose qui ressemble à de la censure pure et simple. Complètement. D'ailleurs, moi, j'avais fait une vidéo, j'avais découvert un artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Saez, et j'avais fait une vidéo uniquement sur Saez, mais où j'avais mis qu'un extrait. J'avais pas mis la musique complète, tu vois, parce que, alors moi, bizarrement, si tu veux, j'ai jamais détourné un film. Alors si, je vais regarder les films qui sont sur YouTube, parce que je me dis dans le fond, s'ils sont là, c'est qu'ils sont à disposition. Bon, mais j'ai jamais fait de, je sais plus comment ils appellent ça. Eric, ouais. Je sais que tu n'aimes pas parce que tu trouves ça impoli, je te coupe. Tu sais que ma chaîne principale, 3,5 millions de vues, 5000 abonnés, vient d'être supprimée. Oui, mais ça ne m'étonne pas. Mais c'est un peu de ma faute, c'est parce que je mettais des vieux films japonais, en noir et blanc, des années 30 ou jusqu'aux années 50, 60, et que malheureusement, pour des questions de droit d'auteur, ça m'a été refusé. Donc c'est un peu ma faute à moi, mais aussi, c'est juste à poser une personne qui a refusé de retirer, alors qu'elle s'était engagée à le faire, parce que j'avais fait une utilisation sans le savoir de quelque chose qui s'inscrivait dans le droit privé. Comme c'était une erreur, elle avait prétendu qu'elle allait retirer son truc, ce qui aurait sauvé ma chaîne, et elle ne l'a pas fait. Mais en tout cas, cette question de droit d'auteur, elle m'a déjà touché directement, puisque ma chaîne principale a été supprimée. Heureusement pour moi, j'ai plusieurs chaînes, et j'en avais d'autres avec des milliers d'abonnés et des millions de vues aussi. Mais voilà, et moi, en amont, j'ai expérimenté le problème des droits d'auteur, on va dire. Je ne dois pas être le seul. Ouais, non, mais moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Hein, je te dis, il y a cet exemple-là où je prends un extrait de musique en disant, mais alors, un bien extraordinaire sur ce chanteur. Donc, je veux dire, pour la maison de disques, c'est tout bénéfice. Parce que les gens qui me suivent, qui ne le connaissaient pas, vont dire, bah tiens, ça est ce qui sait, peut-être que je vais aller acheter un DVD parce que ça m'a plu, etc. Les mecs, il a mis un copyright dessus, c'est-à-dire qu'ils sont très cons. D'accord? Alors ça encore, c'est anecdotique, je dirais. Mais ce qui est ce qui est très dur dans cette loi-là, c'est que c'est une censure totale. Parce que toi, par exemple, tu discutes autour de films. Bon, mais il y a beaucoup de gens qui reprenaient des articles de presse et qui faisaient des commentaires sur cet article de presse. Eh bien, ils ne peuvent plus faire paraître l'article de presse. Donc, ça veut dire que on discute plus sur le. C'est un petit peu la loi Guesso, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Mais surtout, c'est-à-dire, on ne discute plus rien. La parole appartient à celui qui la donne, mais elle n'a pas le droit d'être discutée par quelqu'un d'autre. Donc, c'est de la censure. On est en train de se diriger vers un système répressif. On voit que Facebook a tenté d'étouffer le mouvement des Gilets jaunes en amont. On voit bien que les tenants gauchistes qui sont bénéficiaires de toutes ces guerres pour le culte de la science et qui ont porté Internet au pinacle, on voit bien que tous les tenants de ces pôles sont en train, par leur rapport à l'élitisme, piéger les gens dans des camps de concentration modernes, finalement.
Oui, mais alors toi qui aimes le cinéma, je parle très souvent de ce film que j'ai beaucoup aimé, qui est Le Soleil Vert. Ah bah, Et tiens, j'ai fait une vidéo là-dessus récemment. voilà, eh bien le Soleil Vert, c'est quoi? Eh bien c'est notre avenir, c'est-à-dire c'est le peuple, la petite population, à qui, alors bon, dans le Soleil Vert, on leur donne des pastilles vert ou jaune, qui sauvent finalement le retraitement des cadavres, puisque à 65 ans, tu dois passer, tu dois mourir, on retraite ton cadavre et on nourrit les gens avec ça. Et à côté, tu as des murs immenses avec des fils de fer barbelés, des gardiens, etc. Des gens très très riches, d'accord, qui eux ont des esclaves féminins, qui peuvent bouffer de la viande alors que les autres n'en mangent plus jamais, ils peuvent manger des légumes, etc. Et c'est cette société à deux niveaux. Pourquoi ils ont cassé finalement? Bon, les pauvres restent pauvres, on dira. D'accord? Les pauvres, tu leur jettes un sachet de bouffe, comme ça, ils sont contents. Mais la classe moyenne, elle est chiante. Parce que la classe moyenne, un jour, elle vote bien, un jour, elle vote pas bien, elle est plus ou moins instruite, intelligente. Donc, si tu la classes, si tu la vires, tu la remets sous la couche en dessous, bah, tu as deux classes au final. Tu as les très riches et les autres. Voilà. Et donc, c'est le soleil vert. Mais ça me fait plaisir que tu parles de Soleil Vert parce que j'ai fait un travail d'analyse du film Soleil Vert. Est-ce que tu sais, Eric, quel est le titre américain de Soleil Vert? Je l'ai su, je te le dirai pas tout de suite, mais je l'ai su, oui. Qui n'est pas du tout soleil vert d'ailleurs. Non, c'est Soja Vert. Et Voilà. tu sais pourquoi en France ils ont changé le nom? Pour Non, couvrir la mode écolo qui est en train d'arriver. Parce que le soja, c'est le produit dérivé, c'est le produit dérivé de leur travail. Ça va avec Monsanto. Je ne sais pas si tu te rends compte, on est en France par mai 68 dans un dépeçage patrimonial au profit des pays anglo-saxons. Donc, et ben, le fait par le cinéma de cacher que Soja Vert, ça allait déboucher vers des sociétés où on se bouffait entre nous et que, que c'était une société totalement truquée, ça a accompagné la trahison par la caste politique des Français, justement. Et ça débouche, quand on regarde les Gilets jaunes, sur une motivation supplémentaire. Mais je pense que les gens ne sont pas encore dans un niveau de conscience satisfaisant. Parce que, comme j'ai expliqué dans une vidéo, le problème, c'est que tant que les gens n'expérimentent pas les coupons alimentaires ou un système véritablement répressif, ils ne réagiront pas vraiment. Il faudrait peut-être que, parce que c'est une opportunité, que les gens s'instruisent et comprennent vraiment les enjeux qui peuvent se jouer maintenant. Regarde tout ce qui se joue. Il y a le puçage qui arrive. Là, dans les pays anglo-saxons, dans les pays nordiques, ils sont déjà en train de pucer leurs salariés. Personne. Non, il y en a 3000 en Suède. Hein. Non. Aux États-Unis, en Suède, c'est en train de. 3000. C'est en train de passer par le patronat et les salariés. Comprends bien. Quand tu écoutes, il y a un politicien qui en a parlé, c'est Asselineau, qui en a fait un cheval de bataille. Les autres n'en ont pas parlé. Mais si tu regardes, personne ne te parle de deux choses. Un, le respect au droit de l'intégrité des gens, puisqu'on pénètre dans ton corps. Et deux, la possibilité dans le temps qu'on te rende dépendant de ces technologies et que tu n'aies pas le choix. Et donc, c'est une porte d'entrée à un esclavagisme futur. Et donc, l'enjeu se situerait là. Donc, il y a vraiment beaucoup d'enjeux qui se jouent maintenant. Et si les gens faisaient l'effort de se désimbriquer de la société de loisirs et de société de consommation et du culte de la science, peut-être qu'en amont, pour une fois, ils prendraient la mesure d'un problème qui arriverait dans quelques années. Et ça serait véritablement novateur, ça serait la capacité des gens à réagir avant que les problèmes n'arrivent. Parce que à partir du moment où on accepte le puçage, c'est terminé. Donc je dis, c'est pas encore arrivé le puçage, il y a peut-être des motivations supplémentaires. Maintenant, moi, je suis surtout dans les concepts intellectuels. On va dire oui, c'est très déconnecté, machin. Donc, est-ce que tu peux nous dire spécifiquement ce que les gens qu'on voit dans les mouvements là, des Gilets jaunes subissent au quotidien et qui font quel est concrètement leur problème? Non, je crois qu'il faut savoir quand même que la grande majorité aujourd'hui des Gilets jaunes, aujourd'hui, sont là pour un problème de pouvoir d'achat. Ne nous le cachons pas, d'accord. Les fins de mois sont de plus en plus difficiles. C'est vrai qu'ils sont partis sur cette histoire de gasoil, mais il n'y a pas que l'histoire du gasoil. Il y a toutes les taxes, la CSG qui augmente sur les retraités qui ont déjà peu de moyens. Il y a des retraités qui sont très confortables, c'est vrai, mais la grande majorité aujourd'hui des retraités vivent avec 800-900 balles quand c'est pas 600 balles.
Donc c'est vrai que si tu leur prends un peu plus, voilà. Alors bon, d'un autre côté, j'ai des amis qui me disent c'est bien fait pour les retraités. Asselineau les avait prévenus, ils ne l'ont pas écouté et ils se sont dit que si on sortait de l'Europe, ils allaient perdre 25% soi-disant de leur pouvoir d'achat. Donc ils ont dit on va voter Macron parce qu'avec Macron on perdra rien. Bon, ils sont en train de voir qu'avec Macron ils sont en train de perdre peut-être beaucoup plus à terme. Alors pour revenir pour l'histoire du puçage, moi je trouve ça très intéressant parce que la manigance est très intéressante à suivre. C'est que dans un premier temps, tu le sais aujourd'hui, pour déclarer tes impôts, pour faire beaucoup de démarches, il faut avoir un ordinateur. Voilà, c'est-à-dire que si tu es de l'ancienne génération, c'est-à-dire les gens un peu avant moi, qui n'ont pas forcément tous une culture informatique, eh bien tu sais plus trop comment faire. Alors tu peux le faire encore sur papier, mais ça va pas durer longtemps. On sait pertinemment aussi qu'il y a un grand mouvement pour la domination des hommes avec un grand H, hein, c'est de faire disparaître le cash. Moi, je dis que le jour où on fait disparaître le cash, on est mort. Pourquoi? Parce que le jour où on fera disparaître le cash, on va te dire, écoutez, votre carte de crédit, non, c'est pas bien pratique. Donc, on va vous mettre une puce dans la main. L'avantage, c'est que vous aurez tous vos renseignements au niveau de la sécurité sociale. Vous aurez votre compte en banque dans votre puce, vous pourrez ouvrir la porte de votre voiture, de votre immeuble, etc. C'est-à-dire qu'on est en train de vendre ça à certains lobotomisés, d'accord, qui disent ça va être génial, tu te rends compte, j'ai plus besoin d'avoir un portefeuille, j'ai plus de cash, etc. Et il faudrait quand même qu'ils ouvrent les yeux de se dire, oui, sauf que tu deviens complètement esclave d'un système. C'est-à-dire que demain, ta puce, on la désactive, tu n'es plus rien. Dans la société, tu n'as plus d'existence, ni à la sécurité sociale, ni aux banques, ni nulle part. Et c'est ça, notre travail, c'est d'informer les gens là-dessus. Si tu t'exprimes différemment du système, ils peuvent totalement ils te déconnectent. Ils peuvent te marginaliser, te foutre dans la misère, quoi. Ils appuient sur une touche et ils te désactivent, c'est fini. Moi j'ai peur que la complaisance dans la société de consommation et le culte des technologies fait que les gens ne sont pas capables de se désimbriquer de ça avant que ça arrive. Mais parce qu'on rend les gens de plus en plus feignants. J'en fais partie, hein, quand je dis les gens, tu vois, j'aime pas ce mot-là d'ailleurs. Mais on rend le citoyen de plus en plus feignant. On a eu cette société qui était, comment ils appelaient ça, sous Mitterrand, comment on appelait ça, où tout était dû, on t'amenait tout, c'était la société idéale, etc. Donc quand tu es dans une société idéale, tu n'as plus besoin de faire d'efforts. Et tu te soumets finalement au pouvoir qui te donne tout. Mais donc tu deviens esclave. Tiens, un truc tout bête. Et Dieu sait que j'en suis esclave. Aujourd'hui, si tu n'as plus de GPS, comment tu fais pour aller en vacances? On te redonne une carte en papier, la grosse majorité des Français, et j'en fais partie, je vais être dans la merde, je ne sais même pas dans quel sens la prendre, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Moi, je t'avoue que j'ai pas de GPS et j'utilise des cartes en papier. Mais par contre, toi, ça ne m'étonne pas. Oui, mais toi, ça ne m'étonne pas. Par contre, je vais sur Google Maps avant pour choisir mon itinéraire, c'est vrai. Ah ben voilà, quand même. Mais non, mais c'est un exemple qui paraît banal quand même, hein. Mais c'est déjà un esclavagisme. Comme je dis, cette espèce de vacherie, là, j'en parle souvent de cette espèce de vacherie, là, tu vois. Voilà. Là, je suis allé, effectivement, alors bon, j'ai pas traversé la frontière suisse, donc on va pas penser que j'ai planqué du pognon, tu vois. Donc, mais j'étais pas très loin. Mais à tout moment, comme je me sers de mon GPS et que j'ai ma puce liée, les services de renseignement savaient pertinemment où était Éric Pérou à tout moment. Où il s'est arrêté, tu vois. Ça, c'est de l'esclavage. Ça, c'est le début de l'esclavage. T'es sur Facebook, toi? Oui, en plus. Ah ouais, parce que alors là, c'est du fichage. Hein. Ça, c'est sûr que toutes tes informations sont... Mais par contre, là où c'est intelligent de ta part, c'est d'avoir parlé de soleil vert. Parce que je vais t'avouer un truc. Tu sais que les écolos, là, c'est les seuls qui n'ont pas soutenu le mouvement des Gilets jaunes. Oui, c'est pas étonnant. Hein. C'est pas étonnant. Je vais te dire, Soja, ce que je t'ai dit, ils ont caché le titre soja vert pour, en France, le transformer en soleil vert. Il faut savoir que le modèle écolo est décliné du WWF,
qui est mis en place par le mari de la reine d'Angleterre, le prince, je ne sais plus comment il s'appelle, le WWF, ça vient des Windsor, dont l'économie sous-jacente, c'est les Rothschild qui la tiennent. En réalité, c'est la prolongation du colisme anglais sous couvert de groupes privés qui restent implantés dans les anciennes colonies pour siphonner leurs ressources naturelles. Et le modèle écologique n'est qu'une déclinaison sophistiquée de ce qu'on voyait avant dans l'ère du pétrole, qui est en train de se mettre en place, mais qui en est une prolongation par le cycle de la science. C'est donc une imposture. Ce que je disais, ça consiste à détruire les forêts originales pour les transformer en forêts à huile de palme. Et ça fait un dérèglement climatique, si tu regardes au niveau des pays quasi. Et je disais, malheureusement, le problème, c'est que les sociétés vont vers cette écologie dont on voit que elle a été mise en place par des films à Hollywood, comme Avatar, tu vois. C'est le courant, est-ce qu'on appelle ça transhumaniste? Oui, on peut appeler ça transhumaniste, qui est une déviation de l'ère spirit du 19e siècle. Et ça renvoie un peu à une errance d'Alistair Crowley. Je ne sais pas si tu connais, qui est un fou. En tout cas, on a toute une mouvance complètement déglinguée, transhumaniste, qui est assez déviante. Et par exemple, Bezos, là, tu sais, c'est Amazon, hein, Bezos, là, Jeff Bezos, il fait partie de ce courant. Bill Gates fait partie de ce courant. James Cameron, là, celui qui a fait Titanic et Avatar, ils font tous partie de cette soi-disant écolo, ce mouvement écolo, et on dirait que les sociétés sont en train de se transformer pour aller là-dedans et que les gens l'acceptent, alors que ça mène probablement à un soleil vert, parce que ça n'est que la poursuite d'un truc du colonialisme anglais et du néocolonialisme américain par une nouvelle forme plus globalisée, si tu veux. Et on ne change pas le fond, on fait que se sophistiquer dans les mêmes erreurs. C'est ça qu'il faudrait que les gens... Quand tu parles des États-Unis, alors sauf erreur de ma part, et j'ai trouvé ça assez intéressant, c'est que finalement aujourd'hui, si tu prends les démocrates aux États-Unis, hein, en France, pour nous, quand on parle de démocrates, bah, c'est plutôt tendance socialiste, gentil, tu vois. On trouve gentil, c'est du socialisme, etc., qui n'est jamais appliqué. Et finalement, ce sont les descendants des sudistes. Des sudistes, c'est-à-dire ceux qui ont essayé tout fait pour maintenir l'esclavagisme. Ah bah oui, si tu regardes bien, toutes les grandes familles démocrates aujourd'hui descendent des sudistes. J'ai expliqué ça dans l'assassinat de Kennedy, c'est qu'ils viennent en réalité, quand tu regardes ceux qui ont assassiné Kennedy, c'était pour se poursuivre au Vietnam. Et pendant que les groupes, alors là on va parler des juifs sionistes, pendant que les groupes juifs sionistes ont poussé l'Amérique raciste à se redéporter au Vietnam et à assassiner Kennedy parce qu'il bloquait, ils ont mis Woodstock en place pour transformer la jeunesse et, sous couvert de critiquer l'Amérique raciste, en fait, reproduire en plus déviralisé ce qu'ils critiquaient chez eux. C'est pour ça que Clinton, par exemple, Obama, qui se prétendait l'héritage de Kennedy, en réalité sont érigés sur le cadavre de Martin Luther King, de Malcolm X et de Kennedy, pour poursuivre l'héritage de l'Amérique raciste, qui prétendent être leur ennemi, en réalité. Et on peut aller plus loin. On peut aller plus loin, c'est toujours les juifs sionistes qui les poussent en faveur d'Israël dans leur déportation belliqueuse, dont on voit la guerre en Libye, la guerre en Syrie, en Afghanistan, qui ont été poursuivis par les démocrates, sont la poursuite de la guerre du Vietnam, contre lesquelles Kennedy s'est érigé, puisqu'il voulait serrer la main aux Russes. Si tu regardes, il y avait un plan de Kennedy de mettre fin à la guerre froide avec Khrouchtchev, et ça devait se mettre en place en 1965 s'il était réélu. Ils l'ont assassiné parce qu'ils prétendaient que c'était un homme. Pourquoi, si Kennedy était pourtant de la main aux Russes, Obama, Clinton, qui se prétendent son héritier, veulent à tout prix faire la guerre contre les Russes? C'est bien qu'il y a une imposture, et cette imposture, elle se trouve par Woodstock, c'est-à-dire les mouvements mis en place par les juifs sionistes pour réassimiler la génération des années 60 dans quelque chose de pro-israélien. Et à Woodstock répond mai 68 en France, c'est-à-dire les mêmes groupes mis en place par les juifs sionistes au profit d'une globalisation, c'est-à-dire moi ce que j'appelle d'un monde artificiel au profit du judaïsme et de la perpétuation du judaïsme. C'est ce que j'explique dans mes analyses, si tu veux. Et je suppose que les gens qui vont dans les gilets jaunes ne réfléchissent pas à ça, évidemment. Eux, ils voient la vie quotidienne, c'est normal. Mais ce qui est dommage, c'est que si les gens étaient véritablement lucides sur ça, en plus de leurs revendications personnelles, ils auraient une puissance supplémentaire qui leur donnerait une motivation véritablement de s'extraire d'un piège qui est en train de se refermer sur eux et qui consiste à aller vers l'humain artificiel au profit du judaïsme, au lieu de s'extraire de tout ça. Tu vois, c'est ça, moi, que j'essaye d'exprimer dans mes travaux d'analyse. Alors moi, je remonte plus loin que toi, je te signale, hein, parce que l'ancêtre de l'EPAC,
alors j'ai oublié le nom de cette organisation à l'époque, c'est l'ancêtre de l'EPAC qui a la première déclaré la guerre à l'Allemagne quand même. Hein. Oui, c'est ce qu'on disait l'autre fois. Ah, attends, Eric, il faut être honnête, tu ne te rappelles pas, mais on en a parlé ensemble, Eric. C'est moi qui t'ai dit que les Juifs ont d'abord commencé par assassiner des responsables nazis et que la nuit de cristal arrivait après. Rappelle-toi, on a parlé de ça. Ah oui, non. On n'était pas d'accord sur la... Oui, et en plus, tu avais raison. D'accord, sur la relation avec la nuit de cristal qui est arrivée après. D'accord, non, mais là, tu avais entièrement raison. Et ce qui m'intéresse, si tu veux, c'est que c'est l'hégémonie contre l'Allemagne qui est en train de renaître et de montrer un modèle social extraordinaire. Extraordinaire. Pour les on parle de 33-39. Après, il faut expliquer différemment. D'accord? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Après, je m'en fous parce qu'on rentre on peut l'expliquer en plus, le reste, mais restons sur 33-39. D'accord? Bah, écoute, c'est la formation permanente pour les employés, c'est la possibilité d'avoir des congés payés, c'est la SPA, c'est les camps de vacances pour les employés allemands, d'accord, alors qu'ils sortent d'une crise énorme, d'accord. Et évidemment que cet homme-là est plébiscité, et effectivement, il va faire des jaloux. Ils ont pensé utiliser cet homme-là contre le communisme, d'accord, à une époque, et au bout du compte, ils se sont aperçus qu'il a pris sa liberté, et que là, au bout du compte, ils pèsent trop lourd par rapport à leur plan à eux. Voilà. Alors là, ça peut intéresser nos auditeurs parce que c'est une information. Il faut savoir, et on ne fait pas l'apologie, on est bien d'accord, on ne fait pas l'apologie du nazisme parce que ça risque pas de séduire les gens, on est bien d'accord, mais dans les années 30, ce sont les Juifs, la communauté juive internationale, depuis les États-Unis notamment, qui ont d'abord déclaré la guerre au parti nazi, jusqu'à aller assassiner, en Suisse notamment, des responsables nazis, et la nuit de cristal vient suite à ces événements. Voilà, il faut être clair. Ils vont assassiner à Paris aussi. Et bien sûr, et il faut être aussi honnête, j'ai lu cet article sur ER avant, voilà, c'est-à-dire égalité réconciliation. C'est là que j'ai eu l'information, et c'est là qu'on a parlé ensemble et qu'on a remis un peu les... C'est vrai que j'avais un décalage, si tu veux, historique, sur 2 dates. Mais voilà, bon, on va pas revenir sur ce pas. Pour dire, si tu veux, que moi je dis une chose, alors je choque certaines personnes, mais oui et non finalement, c'est que les guerres sont toujours déclenchées par les mêmes. Oui, c'est vrai, dans un projet mondialiste pensé depuis bien longtemps. Par contre, que ce soit clair pour les gens qui suivent le mouvement des Gilets jaunes, il n'est pas question ici de faire l'apologie du nazisme, uniquement de faire de la réinformation sur des vérités historiques. Parce qu'évidemment, Hitler, son problème était... il a été provoqué, mais qu'il est aussi rentré en confrontation militaire, ce qui a valu à un pays qui s'était sorti de la dette, finalement, de se faire disloquer, quoi. Et évidemment, quand on parle du mouvement des Gilets jaunes, moi, en tout cas, je fais pas je regarde ce qui se passe. J'espère que les gens vont avoir gain de cause de leurs revendications. J'espère qu'ils vont aller plus loin parce qu'il y a beaucoup d'enjeux, mais toujours dans un cadre non violent. Et je suppose que tu es exactement dans le même état d'esprit, c'est-à-dire que toi qui y prends part directement, tu encourages les gens à rester pacifiques et non violents. On est bien. Ah, mais de toute façon, tout à fait. Et quand certains disent que ce mouvement est manipulé, ils ont tort et ils ont raison. À savoir qu'il y a un sentiment profond d'injustice aujourd'hui des Français, des citoyens français, mais que derrière, il faut le savoir, il y a des intentions belliqueuses, et on le dit depuis déjà plusieurs années, que certaines personnes, certaines castes, on va revenir chez eux, aimeraient qu'il y ait une guerre civile européenne. Voilà. Voilà. Et pourquoi? Ben, pour reprendre main sur ces pays-là qui leur ont un petit peu échappé. Voilà. Tu parles du comportement de Zemmour? Oui, mais il en fait partie, oui, bien sûr, il fait partie du jeu. Parce que Thierry Messant, là, j'ai fait une interview, il disait qu'une guerre se préparait non pas contre la Russie et les États-Unis, mais en Europe. Ah ben moi, je le dis depuis très longtemps. Hein. Je dis que de toute façon, pour moi, quand je vois les troupes de l'OTAN dans les Balkans, tiens, les Balkans, encore une fois, tu vois, qui sont soi-disant positionnés face à la Russie, je l'explique depuis très longtemps qu'un missile, tu sais, il suffit de lui faire un demi-tour,
d'accord, et le missile, il est direction la France, il est direction l'Allemagne, la Belgique, etc. Hein. C'est pas tant les États-Unis qui cibleraient, mais regarde, les États-Unis viennent de se retirer d'un traité de missiles à portée moyenne, missiles nucléaires à portée moyenne. Les seuls qui sont concernés par ça, c'est les Européens, pas les Russes ni les Américains. Et donc, on a l'impression que l'imposition de la guerre au terrorisme, c'est l'Europe qui va en être la poubelle de défaussement. Comme de toute façon, bien sûr. Parce que pourquoi on parlait des nazis tout à l'heure? Parce que comme en 14-18 ou en 39-45, c'est pas les Américains qui ont morflé, c'est les Européens. C'est-à-dire que au lieu que les Anglais payent la facture de leur déportation colonialiste et du culte de la science, pour prolonger l'imposture par les Américains, on a fait payer les pots cassés au moins pire. C'est-à-dire que les nazis aussi, les Allemands s'étaient engagés dans le colonialisme, mais moins. Ils étaient plus vertueux dans leur déportation, même s'ils étaient engagés. C'était les moins pires, et pourtant, au traité de Versailles, c'est eux qui ont été humiliés et qui ont payé la facture. Et ce que les gens n'ont pas supporté, c'est qu'Hitler sorte de la dette que les autres avaient imposée. Et que la communauté juive a poussé pour que, notamment, j'ai expliqué l'histoire de Churchill. C'est un type des classes élitistes qui s'est retrouvé sur la paille et qui l'a retapé, c'est Rothschild, au niveau financier. Et donc, il a fait la propagande. Il a été clair au départ. Churchill a fait d'énormes compliments sur Adolf Hitler au départ. Hein. Et ça, c'est typiquement anglo-saxon. C'est-à-dire qu'un type dont vous allez vous servir contre les communistes, il faut d'abord faire monter la sauce. Et la réalité, c'est que 14, 18, 39, 45, c'est l'Europe qui a bouffé, qui a ramassé, quoi, et qui a été bombardée. C'est pas les États-Unis, et que les Russes ont été ceux qui ont payé le plus lourd tribut contre les nazis. C'est-à-dire qu'en fait, les Anglo-Saxons, pour se prolonger sans en payer la dette, c'est-à-dire pour passer du libéralisme anglais au néolibéralisme américain, qui n'en est que la prolongation, puisque les Anglais sont toujours derrière les Américains, la City Wall Street, on a utilisé Hitler et les provocations Hitler pour dégrader l'Europe, les pousser contre un concurrent, les bolcheviks, et que l'imposture économique anglo-saxonne se perpétue. Et on a l'impression, avec ce qui est en train de se mettre en place, les Anglais partent avec le Brexit, les Américains, avec Trump, se recentrent sur leurs économies, les Russes ont Poutine, les seuls qui sont les fesses à l'air, c'est les Européens, finalement. Et que tout est en train de se mettre en place, même les élites là, qui sont en train de saboter, ceux qui sont issus de mai 68, les Macron qui leur permettent de se prolonger au service du système élitiste, ils sont en train de saboter toute velléité de reprise en France et de préparer leur évasion. Et que, évidemment, malheureusement, les gens, là, les gilets jaunes, les pauvres gilets jaunes, les citoyens qui ont suivi la société de consommation qu'on leur proposait, mais qui sont humiliés, qui sont dans la rue, malheureusement, ils n'ont pas conscience de ça. C'est ça, moi, qui m'ennuie. C'est qu'ils ont vraiment là l'opportunité de mettre en place des choses qui prennent, mais ils sont tellement pris dans la matrice et ils n'ont tellement pas conscience de ce qui est en train de se jouer qu'ils ne vont pas utiliser probablement cette opportunité pour véritablement amorcer un changement parce qu'ils ne sont pas réveillés à ce niveau-là. C'est ça, moi, qui m'ennuie. Il faut avoir confiance dans l'avenir, tu sais, sur énormément de ces piquets de grève, enfin de grève, de ce qu'on appelle le blocage. J'aime pas ce mot-là parce qu'on bloque pas les gens. J'ai énormément d'amis avec lesquels je suis en contact quasiment quotidiennement, qui sont justement des gens plus qu'éveillés, mais vraiment réveillés, et qui apportent des messages, qui expliquent aux gens. Et j'avais un ami hier matin, Laurent. Alors lui, il va encore plus loin. Lui, c'est ce qu'ils appellent les êtres souverains, tu vois. Et il a expliqué aux gendarmes que l'État français aujourd'hui avait un numéro SIRET, tu vois, qui est, alors je sais plus combien de zéros et termine par 17. C'est-à-dire que la société française, aujourd'hui, c'est une société, que la gendarmerie a un numéro SIRET, etc. C'est-à-dire que ce sont des entreprises privées. D'accord? Le gendarme, il n'en croyait pas ses oreilles. Et mon pote Laurent lui a dit, mais c'est facile, moi je vous donne les références. Allez vérifier, vous allez voir que je vous raconte pas n'importe quoi. Eh bien, c'est ça qui est intéressant aussi dans ce mouvement-là. On va pas éveiller tout le monde. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de plus en plus de gens, entre autres comme moi, qui nous adressons justement à ces gens-là et essayons de leur apporter des informations précises, d'accord, sur, entre autres, on va revenir un petit peu au b.a.-ba, des détournements fiscaux qui sont diaboliques. Je veux dire, il y a quand même des scientifiques en économie qui ont fait un calcul qu'avec le PIB aujourd'hui de la France, tous les Français pourraient toucher un revenu universel de 3 000 € par mois. Attends, 3 000 € par mois.
avec le même PIB que ce qu'on a à l'heure actuelle. Donc, quand tu te dis que tu vas bosser pour 1100 balles par mois et qu'en plus tu payes ton essence, que tu vas faire 50 km pour y aller, 50 km pour revenir, que tu vas te taper, comme j'ai vu en traversant Saint-Étienne, entre autres, des kilomètres d'embouteillage, donc t'es pas rendu chez toi en plus, voilà, eh bien, c'est tout ça qu'il faut amener comme information de façon à éveiller les gens, leur dire le problème est beaucoup plus profond que ce que vous le pensez, c'est pas le prix du gasoil, c'est qu'aujourd'hui vous êtes des esclaves. Mais tu vois, pour rebondir sur ce que tu dis, on n'a pas vu les gens sortir quand c'était la guerre en Libye pour empêcher le gouvernement de faire ça. On n'a pas vu les gens sortir pour la guerre en Syrie et dénoncer l'imposture de la guerre au terrorisme. Et ils se plaignent que quand le carburant augmente. Mais il faut savoir que il faut savoir que mais non, parce que collectivement, ils ont profité quelque part des guerres de déportation au profit des nouvelles technologies. Le problème, c'est que s'ils étaient sortis pour empêcher les gouvernements successifs de faire ces guerres qui ont provoqué la hausse du prix du pétrole, ils n'auraient pas été obligés de sortir aujourd'hui dans la rue. C'est pour ça que chaque citoyen doit faire l'effort de s'éduquer et de comprendre la politique et le processus historique. C'est ça que je veux dire. L'augmentation du pétrole et l'esclavage que l'on a aujourd'hui au profit de, entre autres, l'Arabie Saoudite, c'est la guerre des 6 jours quand même. Je te le rappelle, hein, 1973, voilà, et comment ça, c'est pas les accords d'Évian, je sais plus comment c'était, voilà, où on est passé sous le diktat des pays producteurs. Moi, je suis sûr que si les gens faisaient l'effort un peu de comprendre, au lieu de se satisfaire un peu d'une complaisance consumériste, eh bien, ils anticiperaient sur les problèmes au lieu de sortir uniquement quand c'est le pétrole. Parce que je suppose que les Français ne se réjouissent pas que de voir un pays arabe en ruine et des gamins qui crèvent, si tu veux. Et je ne crois pas que les Français, s'ils étaient réveillés à ce niveau-là, ils auraient laissé Sarkozy dégrader la Libye, ou Hollande s'en prendre à la Syrie, si tu veux. Il n'y a aucune raison pour qu'un Français de base accepte ça, sauf s'il se laisse berner par les médias, justement, et la propagande de... Bon, après, comme j'ai dit, les Français, ils ont accepté après Chirac de se bouchiser. Donc, effectivement, ils sont un peu complices. Mais s'ils se réveillaient, ils ne seraient pas obligés de sortir aujourd'hui dans la rue, ils auraient anticipé en amont. Et malheureusement, c'est vrai que quand on est dans le monde du travail, on est un peu abéti et le soir, on ne veut pas se former, on veut se reposer, on veut écouter de la musique. Je comprends tout à fait. Mais tant que les gens n'auront pas ce sursaut, cette lucidité de sortir juste avant que ça parte en vrille, je ne pense pas qu'il y aura véritablement de changement. Un changement, ça nécessite une transformation personnelle d'abord. Voilà, mais c'est pour ça, alors tu vois, moi j'ai vachement évolué sur ces 2 dernières années, que je suis finalement pour le revenu universel. Je me suis toujours présenté, pourtant je suis quand même un ancien chef d'entreprise, syndicaliste, patron, etc. Je suis pour les 25 heures, mais de façon à ce que les gens aient le temps, non pas de se vautrer devant des télévisions avec des séries américaines à la con, d'accord, mais de se cultiver. Voilà. Mais malheureusement, tout est fait pour empêcher la culture. Regarde, je le cite à chaque fois parce que c'est la référence aujourd'hui de l'abrutissement, c'est Hanouna. Voilà, mais il n'y a pas que lui, il y a je sais pas comment l'émission, les Marseillais en Californie ou je sais pas quoi. Moi, je n'ai pas la télévision, hein. Mais tout ça, c'est fait exprès, c'est pour abrutir les gens. Tu sais que dans mes vidéos, je me plaignais récemment que les gens n'utilisent pas le temps de la société de loisirs pour faire un effort spirituel, mais en fait, ils se complaisent plus dans le consumérisme de soumission au système élitiste, et que ça aussi, c'est un problème. Est-ce qu'on peut parler de consumérisme quand on gagne le SMIC? Oui, puisqu'il y a un surendettement par des emprunts extrêmement élevés. Et ben oui, mais c'est pourquoi, c'est pour avoir le dernier écran de maître, pour avoir la dernière technologie. C'est ça, les gens devraient... Et ça se fait au détriment des pays pauvres, il faut bien le savoir. Alors, on va pas taper sur la classe moyenne, mais c'est l'incapacité de se désimbriquer des miettes que propose le système élitiste. Les gens se satisfont trop de ça. La classe moyenne est souvent celle qui vote socialiste, hein. Au détriment de la classe populaire, hein. Mais bon, je ne vais pas pouvoir rester très longtemps parce que tu vois, j'ai loupé déjà deux appels et que j'ai énormément de travail pour faire le message. Écoute, c'était une conversation très intéressante. On a abordé des points intéressants. 1h24, c'est vrai, on n'a pas besoin d'aller plus. Il y a aussi
chacun a une vie. Et puis, il y a les auditeurs aussi, si c'est trop long, c'est un peu dur à suivre. Oui, tout à fait. Eric, je te remercie. Je te souhaite plein de bonnes choses pour ce que tu suis le mouvement des Gilets jaunes directement. Donc, j'espère que ça va permettre aux gens d'avoir gain de cause et qu'ils lâcheront pas, parce que là, on voit que il n'y a aucune raison, quand on est méprisé, de se coucher, quoi. Tu vois ce que je veux dire? J'espère que c'est les gens. Et si ça ne prend pas sur ce coup-là, j'espère que les gens progressivement vont se réveiller. Mais écoute, moi j'essaye d'être très optimiste. Moi je le dis souvent, hein, moi, quand on me parlait de 2022, la prochaine élection, je dis écoutez, on est en 2018, j'ai déjà 60 balais, ça fait 45 ans que j'attends justement que cette gouvernance mafieuse se modifie. Je me dis que j'ai une grande chance aujourd'hui, c'est d'assister peut-être avant de mourir, de voir quand même qu'il y a des Français qui bougent. Et même si leurs motivations de base ne sont pas toujours celles que j'attendrais, le principal, c'est de modifier cette société et de la rendre plus humaine et plus intelligente et plus instruite sur les choses de l'histoire, entre autres, etc. Et les sortir du mensonge de cette soi-disant taxe écologique qui ne servira jamais à l'écologie, parce que voilà. Et je salue tous tes auditeurs et auditrices. Voilà. Eh ben, et merci. Ben, c'est moi qui te remercie, Eric, et puis ben, la même chose de ton côté avec tes auditeurs. Allez, Eric, à la prochaine. Salut. Salut à toi. Ciao.